Est-ce que j'ai déjà vécu une histoire effrayante? 3 indices, missile, Samsung et machette. Dans la vidéo FAQ, vous avez été nombreux à me demander si j'avais déjà vécu des histoires flippantes et si c'était le cas de vous les raconter. Et la réponse, c'est oui. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, je suis né et j'ai grandi en Martinique. Et il est vrai que durant ces 18 ans passés là-bas, j'ai été confronté à des situations, il faut le dire, très flippantes. J'ai classé les histoires de la moins terrifiante à la plus marquante, donc je vous laisserai juger par vous-même. Allez, assez bavardé, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. La première histoire flippante qui m'est arrivée s'est passée du coup en Martinique lorsque j'avais 17 ans. À l'époque, ma famille et moi nous habitions dans une maison située dans une avenue assez fréquentée. Mes parents tenaient un restaurant, donc notre maison était séparée en deux parties. Le restaurant, lui, était situé au premier étage, tandis que notre lieu de vie, avec la chambre, le salon, la véranda, etc., lui se situait au deuxième étage. Petit point supplémentaire, il faut savoir que le quartier où on habitait était relativement calme, donc il y avait très peu d'incidents dû au fait que tout le monde se connaissait. Maintenant que vous avez le contexte, on va passer au jour où tout a basculé. Un soir, comme à mon habitude, je pars me coucher dans ma chambre, sans me douter d'une seule seconde de ce qui allait arriver un peu plus tard dans la nuit. Il faut savoir que j'ai le sommeil assez profond, donc une fois endormi, il m'est vraiment difficile de me réveiller en plein milieu de la nuit. Mais cette nuit-là, vers environ 2-3 heures du matin, j'entends une voix très familière en train de chuchoter quelque chose. Je commence alors petit à petit à ouvrir les yeux et je me rends compte que cette voix ne venait pas d'un rêve, mais provenait bien de la réalité. Quelques instants plus tard, je commence alors à sortir de mon brouillard et je me rends compte que cette voix si familière était en réalité au téléphone avec quelqu'un. Puis, tout d'un coup, j'entends le mot « police ». Ni une ni deux, je me lève alors de mon lit et je commence alors à regarder à travers la fenêtre afin de voir d'où provenait cette voix. Du coin de l'œil, je remarque que la lumière de la salle de bain de la chambre de mes parents était allumée, ce qui était assez étrange, puis que cette voix si familière que j'entendais depuis le début était celle de mon père. Tout d'un coup, mon corps tout entier se met à frissonner, je me lève de mon lit et je me dirige dans leur chambre en pensant que le pire leur était arrivé. En ouvrant la porte de leur chambre, je découvre ma mère assise sur le lit, totalement immobile, et en me dirigeant vers la salle de bain, je vois mon père au téléphone avec la police et du ruban adhésif un peu décollé sur sa bouche et sur ses poignets. J'essaye donc de demander à ma mère de me dire ce qui venait de se passer, mais étant un peu sous le choc, elle ne me donne aucune réponse. Après avoir appelé la police, mon père et ma mère se dirigent donc vers le salon et ma mère va alors me révéler tout ce qui s'était passé il y a quelques minutes de cela. Elle va me raconter que vers les environs d'1h30 du matin, elle se fait réveiller par le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvre. En pensant que c'était moi, ma mère se met alors à m'appeler par mon prénom et en me demandant qu'est-ce que je faisais debout à cette heure-ci. Voyant que la personne en face d'elle ne lui répondait pas, ma mère va alors hausser la voix et c'est à ce moment-là que l'individu va alors se rapprocher de mon père qui à ce moment-là était le plus proche de la porte de la chambre et là, d'un coup de crosse de pistolet sur la tête, va alors le réveiller de son sommeil. L'homme, toujours armé de son pistolet, ordonne à mon père de se taire et demande à ma mère de lui donner tout l'argent de la maison. Ma mère se met alors à expliquer à l'individu que tout l'argent de la maison se situait dans le coffre du restaurant au premier étage. L'homme ordonne alors à l'un de ses complices postés dans le couloir de rentrer dans la chambre afin de ligoter mon père avec du ruban adhésif sur la bouche et sur les poignets et de rester dans la chambre avec ma mère afin de la surveiller pendant que lui emmènerait mon père au premier étage afin qu'il lui donne tout l'argent du coffre. Au moment où l'individu emmène mon père au premier étage, ma mère aperçoit 3 autres complices postés dans le couloir dans la maison. Au total, ma mère m'a expliqué qu'ils étaient environ 5 à être rentrés dans la maison par effraction et qu'ils étaient tous armés soit de machettes ou de pistolets. Après quelques instants, l'homme revient au niveau de la porte d'entrée et indique à ses complices situés au deuxième étage qu'il était temps de s'en aller. Et au moment où les 4 individus sont en train de dévaler les escaliers à toute vitesse, l'un d'eux arrache alors la chaîne de mon père où y était accroché son alliance,
puis commence alors à courir à pleine vitesse. La suite, vous la connaissez, je me réveille pendant que mon père est en train d'appeler la police. Vers 3 h du matin, les policiers ainsi que quelques enquêteurs arrivent sur place et donc je commence à leur expliquer ce qui venait d'arriver à mes parents. Les enquêteurs vont alors retrouver une tonne d'empreintes dans la maison et ils vont aussi retrouver une machette qui avait été jetée dans le jardin d'un voisin. Après avoir récupéré toutes les preuves et pris toutes les photos nécessaires, les policiers nous demandent alors de revenir le lendemain au commissariat afin de porter plainte. Le lendemain, après avoir porté plainte et donné tous les détails nécessaires, on est retourné à la maison et on a ouvert le restaurant comme si de rien n'était. On va aussi découvrir que la porte de la véranda située au 2e étage était grande ouverte et que des traces de chaussures longeaient le mur entre le 1er étage et le 2e étage. Les individus avaient escaladé le mur et étaient rentrés dans la maison sans aucune difficulté. Pourquoi? Parce que la porte de notre véranda était en 2 parties. La première partie, c'était une sorte de grille métallique qui ressemblait à ça et qui se fermait à clé, tandis que la deuxième porte, elle, c'était une porte en bois qui, elle aussi, pouvait se fermer à clé. On avait pris pour habitude depuis plusieurs années, au fait, de fermer cette grille métallique à clé, puis de déposer cette clé sur une petite table située à côté de la porte, mais toujours bien sûr cachée de l'extérieur, puis de fermer la porte en bois ou tout simplement la claquer sans la fermer à clé car elle était bien trop vieille pour pouvoir la fermer au fait convenablement. Et puis on se disait que cela ne devrait pas poser trop de problèmes puisque notre grille métallique, elle, était fermée à clé. Mais grossière erreur puisqu'il s'est avéré que ces individus-là savaient exactement où se situait la clé pour ouvrir la grille métallique. Et donc, ils ont sûrement effectué du repérage pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ce, afin de pouvoir rentrer dans notre maison sans aucune difficulté. L'histoire de ce cambriolage aurait pu se terminer ici, mais toute action ne reste pas sans conséquences. Après plus d'1 an d'investigation, les policiers mettent la main sur les 5 individus qui nous avait cambriolé dans notre maison. Car en effet, après ce premier cambriolage, ce même groupe d'individus a alors continué à voler d'autres maisons, et ce pendant 1 an, jusqu'au jour où les policiers ont réussi à remonter chez l'un d'entre eux, notamment grâce aux caméras de surveillance. Chez l'un d'entre eux, la police retrouve une somme astronomique d'argent, mais aussi des dollars taïwanais, qui n'avaient strictement rien à faire ici. Et devinez quoi, ces derniers appartenaient à mon père, qui est taïwanais, et il avait indiqué lors du dépôt de sa plainte qu'il s'était fait dérober des euros, mais aussi des dollars taïwanais. Les enquêteurs ont alors très vite fait le rapprochement entre les dollars taïwanais retrouvés chez cet individu et le cambriolage qui avait lieu 1 an auparavant. Les 5 individus sont alors rapidement arrêtés et condamné à 1 an de prison ainsi qu'à des travaux d'intérêt général. Ce qui est le plus étonnant, c'est que le plus jeune d'entre eux n'avait que 16 ans qu'à l'époque des faits. En tout cas, on a fini par déménager quelques années après et tout cela maintenant est derrière nous. Cette première histoire était assez longue, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai encore 2 en réserve et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. On est en 2011 et à l'époque, je venais tout juste d'acquérir mon premier smartphone, le fameux Samsung Galaxy S2, et qui coûtait quand même une petite fortune. Un jour, notre collège nous prévient que l'on doit se rendre en cours un samedi afin de rattraper un cours qu'un professeur de maths n'avait pas pu réaliser. Le brevet s'approchant à grands pas, notre école voulait donc qu'on soit à jour au niveau des cours. Mais petit problème, le bus scolaire, lui, n'était pas du tout assuré. Ce qui veut dire que les parents, eux, devaient emmener leurs enfants à l'école, puis venir les chercher après les cours. Et étant donné que mes parents, eux, étaient trop occupés avec le restaurant, j'ai donc décidé de me rendre à l'école à pied. Il y avait plus d'1 heure de marche depuis chez moi jusqu'au collège, mais bon, je me décide quand même d'y aller. La journée, elle, se passe tranquillement, les cours se terminent, et donc je décide de rentrer chez moi tranquillement à pied, avec les écouteurs dans les oreilles et le portable dans la poche. Arrivé vers mi-parcours, alors que je suis en train de marcher juste à côté d'une route nationale, je vois un homme passer juste à côté de moi, puis s'arrêter à mon niveau. Je me dis qu'il voulait sûrement que je le laisse passer, donc je m'écarte un peu,
mais ce dernier continue à rester collé à moi et continue de marcher comme si de rien n'était. Et vous pouvez clairement voir qu'en plus d'être assez étroit, ce chemin sur lequel je marchais était aussi extrêmement proche des voitures. Soudain, l'homme se retourne vers moi et commence alors à me demander l'heure. Je lui indique donc l'heure qu'il était grâce à ma montre, et je crois qu'à l'époque, il était environ 15h30 par là. Mais à ma plus grande surprise, il va alors me demander de lui indiquer l'heure que mon téléphone affichait. Je lui indique donc une deuxième fois l'heure affichée sur ma montre, et en lui disant qu'il n'y avait pas besoin de vérifier une deuxième fois l'heure sur mon téléphone. Il me demande à nouveau de lui donner l'heure affichée sur mon téléphone, et je décide encore une fois de refuser et de lui dire que l'heure sur ma montre était largement suffisante. J'essaye d'accélérer afin de le semer, et à ce moment-là, il se met juste devant moi, puis sort une grosse paire de ciseaux qui ressemblait exactement à ça. Puis sur un ton agressif, il me demande alors de lui donner mon téléphone portable. Sur le coup, j'étais un peu paniqué, et je rappelle qu'à l'époque, j'avais que 14 ans et je n'avais jamais été confronté à aucun vol à main armée. Mon premier réflexe a été de débrancher mes écouteurs de mon portable et de les ranger dans mon sac. Pourquoi? Parce que probablement j'avais déjà un plan en tête, mais en tout cas je n'avais aucune intention de lui donner mon smartphone que je possédais que depuis quelques semaines. Je commence alors à négocier avec l'agresseur, je lui dis que ce qu'il était en train de faire n'était vraiment pas cool et que je ne possédais rien de valeur sur moi. Mais il va très vite me faire comprendre qu'il n'en avait strictement rien à faire de mes supplications et que la seule chose qui l'intéressait sur le moment, c'était mon téléphone. Sur le moment, c'était comme si le temps s'était figé. D'un côté, j'avais le cerveau qui réfléchissait à toutes les options possibles et inimaginables afin de sortir d'ici, tout simplement. Et de l'autre, mes yeux qui étaient rivés sur la gigantesque paire de ciseaux qu'il tenait dans ses mains. J'avais beau réfléchir dans tous les sens, je ne voyais absolument pas quelle option pouvait s'offrir à moi. Si j'essayais de partir en arrière puis de courir, le temps que je me retourne, il aurait déjà eu le temps de me planter. Le repousser et le faire tomber n'était clairement pas une solution envisageable. J'avais 14 ans et clairement pas la force de le pousser. À ma gauche, il y avait une sorte de cours d'eau boueux qui traversait toute la nationale. Y plonger semblait être risqué puisque je ne connaissais pas la profondeur de ce cours d'eau et surtout il pouvait très bien plonger lui aussi afin de me planter et de voler mon téléphone. La seule option qui me restait, et je pense que ce fut aussi la plus risquée, était de courir sur la route qui, à ce moment-là, était bondée de voitures. Avant de partir, je me suis assuré de bien agripper mon jean car à cette époque-là, il était bien trop grand pour moi. Puis j'ai alors bondi sur la route et j'ai commencé alors à courir comme un déchaîné au travers des voitures jusqu'à atteindre un rond-point. Arrivé dessus, je me retourne et je remarque que mon agresseur n'avait même pas pris la peine de me courir après et qu'il était tout simplement reparti de l'autre côté comme si de rien n'était. Au même moment, un automobiliste s'arrête près de moi et me demande si tout va bien car il avait vu la scène de racket et il m'avait vu courir comme un fou sur la route. Je lui réponds que tout va bien et que l'homme ne m'avait rien volé. L'automobiliste m'emmène alors au commissariat afin que je puisse porter plainte, mais malgré une description extrêmement détaillée de l'homme qui a voulu me racketter, il n'a jamais été retrouvé et je n'ai jamais su qui c'était. Quant à l'automobiliste, je n'ai jamais pu vraiment le remercier à titre personnel car lorsqu'il m'a déposé, il est directement reparti lorsque ma mère est arrivée au commissariat. En tout cas, à l'automobiliste qui est venu me proposer son aide, si vous regardez cette vidéo, je souhaite vous remercier du fond du cœur car sincèrement, je ne l'oublierai pas de sitôt. Non, non, vous ne rêvez pas, pour cette dernière histoire, je vais vous raconter le jour où j'ai failli perdre la vie à cause d'un missile. Et vous êtes loin de vous imaginer le déroulement de cette histoire. Tout cela s'est passé le 17 juillet 2014. Pour ceux qui se souviennent de ce jour, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. À l'époque, j'avais 15 ans, on est en pleine période d'été et mes parents m'avaient donc inscrit à une colonie d'1 mois à Taïwan. Et étant donné que j'avais déjà participé à cette même colonie l'année précédente, je savais donc que j'allais m'éclater et que ça allait être incroyable. Ce jour-là, je prépare donc tous les documents nécessaires pour la colo, ainsi que ma valise,
Et le soir même, je me rends donc à l'aéroport direction Paris pour ensuite prendre un autre vol pour Taïwan. Le premier vol se passe tranquillement, jusqu'à là, rien de spécial. J'arrive à Paris, puis j'y reste une journée afin de rendre visite à ma tante et de me reposer un peu avant le prochain vol. Le jour J, je me rends donc à l'aéroport de Charles de Gaulle, je fais le check-in, j'enregistre mes bagages. Et là, on nous annonce que le vol aura 1 heure de retard. Je me dis que ce n'est pas bien grave, mais c'était quand même assez étrange puisque la compagnie que j'avais prise à l'époque, c'est-à-dire Eva Air, était réputée pour leur ponctualité. Enfin bon, au final, je prends place à bord après une bonne heure d'attente et je commence alors mon long marathon de film qui va alors durer 13 heures. Car oui, pour se rendre à Taïwan depuis la France, il faut compter en moyenne plus de 13 heures de vol. À un moment, après plus de 3-4 heures de vol environ, et alors que je suis en train de regarder un film, je sens que l'avion est en train de dévier très rapidement vers la droite. Ce n'était pas qu'une légère correction de cap, comme il peut y en avoir tout le temps, mais bien un changement brutal de direction. Au début, je pensais que c'était des turbulences, mais je me suis très vite rendu compte que l'avion était en train d'effectuer un virage ultra serré vers sa droite. Et après quelques instants, l'avion se remet à plat et continue sa route comme si de rien n'était. Je finis par arriver à destination avec toujours en tête ce virage super étrange qui s'était déroulé il y a quelques heures de cela. Mais sans trop me poser plus de questions que cela, je rejoins mon oncle qui lui à ce moment-là était en train de m'attendre à l'extérieur de l'aéroport. Un peu plus tard dans la journée, alors qu'on est en train de déjeuner avec la famille, mon oncle me fait savoir qu'un avion avait été abattu par un missile il y a quelques heures de cela. Et cet avion-là, c'est celui du vol 17 de la Malaysian Airlines qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine et qui transportait 298 personnes. Sur le coup, je suis quand même choqué et attristé, mais je suis loin de m'imaginer le détail terrifiant concernant ce vol qui va me glacer le sang. Car en regardant la télévision un peu plus tard dans la journée, je me rends vite compte que mon vol n'était qu'à quelques centaines de kilomètres de celui de la Malaysian Airlines. Le vol de la Malaysian Airlines, lui, était là et le mien était juste là. Mais ce qui m'a le plus terrifié, c'était de me dire que j'étais si près du vol lorsque tout cela s'est passé. Et surtout, mon vol avait été retardé d'1 heure et ça peut quand même changer pas mal de choses, notamment le couloir aérien que va emprunter l'avion. Car oui, cela peut varier d'un vol à un autre, surtout lorsqu'il y a des retards. Et l'idée de me dire que mon vol aurait pu être au même endroit, au même moment, lorsque tout cela s'est passé, continue quand même à me hanter jusqu'à aujourd'hui. Cela aussi explique pourquoi l'avion avait dévié si brutalement vers la droite, car c'était en réalité pour quitter l'espace aérien ukrainien, de peur qu'un deuxième missile n'abatte un second avion. Voilà les amis, c'est tout pour ces 3 histoires terrifiantes qui m'ont le plus marqué dans la vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous aimez les formats un peu plus longs, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications de la chaîne. Merci encore 1000 fois pour votre soutien, que de la positivité et franchement ça fait plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Kensho. Ciao.